Bonjour à tous et bienvenue à notre balado qui s'appelle « Sur les ondes de la Chine ». Vous savez, une des raisons pourquoi on fait nos balados, parce qu'on veut communiquer avec vous, parce qu'il est de plus en plus difficile de vous rejoindre. Il est difficile, il n'y a plus de journal local, il n'y a plus de messager, il n'y a plus de métro. Il y a des journaux, oui, il y a des journaux sur Internet, sur nos réseaux sociaux, mais même avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile de partager de l'information. Et plusieurs personnes me l'ont dit, mais on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui se passe chez nous. Et quoi de mieux que de partager l'information à travers des conversations tactiques avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont à la Chine, soit qui vivent à la Chine, soit qui sont investis à la Chine depuis des années et qui apportent du changement, qui améliorent notre communauté. Alors, j'ai une de ces personnes qui est ici aujourd'hui. Elle s'appelle Myriam Grondin, qui est directrice de Concertation à la Chine. Et on va surtout parler, pour ceux que ça intéresse, de notre projet, je dirais notre grand projet commun, qui est le développement de la friche industrielle de la Chine. Alors, sans plus tarder, Myriam, parle-nous de pourquoi tu as choisi la job. Je pense qu'on t'avait offert un emploi, c'était Pierre Barrette, qui était directeur de Concertation quand je t'ai rencontré, qui était aussi extraordinaire. Et Pierre Barrette, à la bibliothèque de Saint-Pierre, je me rappellerai toujours, m'a dit « Maya, voici Myriam Grondin, c'est la personne que j'ai engagée, elle aime l'urbanisme, elle étudie dans l'urbanisme et elle veut travailler et s'investir dans la Chine-Est. » Et je savais, quand je t'ai vue la première fois, j'ai dit « Ah, c'est vraiment la bonne personne. » Alors, dis-moi ce qui t'a amené vers nous, vers la Chine. C'est vrai, je me souviens de cette première rencontre, puis je me souviens que tu m'avais dit « On va travailler ensemble. » Ça m'avait marqué, j'étais comme « Ah! » Ouais. En fait, je dois dire que j'ai choisi la Chine. J'ai travaillé pendant plusieurs années au Mont-Royal. J'ai adoré travailler au Mont-Royal, à la protection puis à la mise en valeur du Mont-Royal, mais j'ai découvert la Chine par le bord de l'eau, par la voile. J'ai trouvé que c'était un endroit méconnu, extraordinaire. Parce que tu en fais de la voile. Parce que j'en fais de la voile, effectivement. Et à chaque fois que je venais à la Chine, je passais au travers de la friche industrielle. Je voyais ces structures métalliques. Je me questionnais, qu'est-ce qui se passe ici? J'avais entendu parler de projets de développement. Puis, donc, j'ai dit, je veux travailler ici. Puis, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu qu'il y avait la table de quartier de la Chine et j'ai appliqué. Au départ, j'étais en plus en communication, en soutien à Pierre. Et il y a eu ce projet extraordinaire là, de requalification de la friche industrielle sur laquelle j'ai pu m'impliquer. Et depuis, je continue l'aventure. Ça fait maintenant plus de 4 ans. Ah, ça fait 4 ans! Ah, wow, le temps passe vite. Tu sais, quand on a voulu, puis je pense qu'on s'est vraiment battu ensemble avec... Battu, on a comment... C'est comme un combat. Oui, c'était un combat de dire comment on peut faire en sorte que le communautaire et les citoyens puissent participer au développement de la friche industrielle, que ça ne soit pas juste les promoteurs, parce qu'on sait que tous les terrains dans la Chine-Est appartiennent à des promoteurs privés, tout le 60 hectares. Oui. Puis c'est différent de l'hippodrome ou d'autres terrains, Louvain-Est, ou même en France, certains terrains comme Clichy-Batignolles, qui est un écoquartier exemplaire, ça s'est développé sur des terrains qui étaient de l'État. Mm-hmm. Alors, c'est facile de dire, on va faire ci, on va faire ça, puis on va faire du logement social, on va faire... Mais là, ça appartient au privé. Oui, c'est vrai. Alors, comment qu'on fait en sorte de travailler avec le privé pour que ça soit bon pour eux, mais bon pour notre communauté aussi. Puis on s'est dit, il faut trouver un moyen, en faire une sorte de gouvernance partagée. Puis
comment... On s'était rencontrés dans mon bureau une fois, puis on a dit, OK, on va mettre ça sur... Comment qu'on va y arriver? Vas-y. Oui, c'est vrai, c'est assez particulier. Puis je dois dire qu'à la Chine, on est chanceux, on a un milieu communautaire qui est hyper engagé. On a des citoyens aussi experts qui donnent énormément de leur temps. Et je pense que c'est cet amour pour la Chine qui a permis là, d'arriver, en tout cas, au milieu communautaire, je dirais, à vouloir vraiment s'investir. On voit à la fois ce grand projet comme étant une opportunité incroyable pour la Chine de combler tout plein de besoins locaux. Mais en même temps, il y a une certaine inquiétude parce que c'est le développement d'un nouveau quartier. Est-ce que ça va changer les façons de faire, des nouvelles personnes qui vont venir, comment ils vont s'intégrer dans la dynamique? Et il y a eu une consultation, là, tu dois te souvenir, la consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal. La première, exactement, en 2019, si je me souviens bien. Et là, il y a les organismes et les citoyens qui demandaient un écoquartier à la Chine. Et c'est vraiment dans ce rapport où là, c'est clairement écrit, c'est un écoquartier. Donc, c'était clair, c'était ça qu'on voulait. Et je pense que les commissaires ont vu justement la dynamique à la Chine et ils ont fait une recommandation dans laquelle ils disaient ça prend une gouvernance particulière, il faut travailler avec le milieu à la Chine. Et là, nous, le milieu communautaire et toi, et on s'est mis tous ensemble et on a dit, il faut créer quelque chose, là. Donc, faut créer la structure. Il faut créer une structure qui est différente, qui est particulière, puis... en mars 2020, après beaucoup de travail, de négociations, de discussions, puis j'imagine de ton côté... D'un bord à l'autre, oui, c'est ça. Il y a eu le lancement là, de ce bureau de projets partagés où l'on retrouve, en fait, l'arrondissement de la Chine, la ville-centre et le milieu communautaire, donc via Concertaction La Chine. Puis ça, c'était quelque chose de... Encore aujourd'hui, je le sais qu'à l'intérieur de la ville-centre, on en parle comme d'un succès parce qu'on a réussi à développer le plan pour ce quartier-là avec tout vraiment une mixité et tout ça, puis dans l'harmonie, l'allégresse et vraiment une bonne collaboration entre l'arrondissement, tu sais, parce que c'est l'urbanisme en arrondissement et l'urbanisme à la ville-centre qui ont travaillé ensemble là-dessus et on a l'argent nécessaire aussi de la ville pour le développer. Sans cette planification-là, on n'aurait pas eu l'argent, par exemple, pour le centre communautaire, on n'aurait pas eu l'argent pour développer les parcs sur le terrain. Alors, c'est un immense gain. Tu sais, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est un grand gain, puis à quel point la ville puis l'administration était frileuse au début parce qu'ils ne croyaient pas que les citoyens pourraient réellement contribuer de manière constructive. Parce que c'est compliqué, l'urbanisme. Tu sais, ils vont juste demander, ils vont juste faire des demandes irréalistes qu'on ne pourra jamais combler, puis ça serait comme une épine dans le pied, puis on va devoir leur dire non. Puis, tu sais, il y avait comme une méfiance. Puis je pense que du fait que toi, tu l'as piloté, ce comité-là, il y avait, t'étais comme la voix de raison. C'est beaucoup, mais tu sais, on écoutait les gens, mais il y avait comme on disait les vraies choses. On peut pas, on a beau dire qu'on aimerait des petites maisons unifamiliales avec des jardins autour, puis tout ça, mais c'est impossible, ça coûterait trop cher parce que les terrains sont trop contaminés, puis il faut décontaminer, puis ça coûte des millions. Alors, on peut pas faire ce genre de développement-là. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'éducation aussi. C'est sur quoi l'urbanisme, comment ça marche, comment qu'on peut le réaliser. Oui. Oui, il y a eu tout ça, puis il y a eu aussi, en fait, l'objectif, c'était créer un espace sécuritaire d'une certaine façon où tout le monde pouvait partager leur point de vue, mais en respectant les divergences. Donc, tu sais, ça prend un certain temps, mais je pense qu'on a quand même réussi. Puis, il y a eu... les gens, je crois, ils ont embarqué, ils ont cru. Au départ, on s'attendait à avoir une quinzaine de participants. On a créé plusieurs groupes de travail. On en avait un plus sur l'innovation écologique, sur le patrimoine, la mobilité. On touchait un peu à tous les sujets, tout ce qui constitue un milieu de vie.
Puis on s'attendait à une quinzaine de personnes, puis finalement, on était une cinquantaine. Oui. Puis c'était, faut le mentionner, c'était au début de la pandémie, là, je me souviens, on devait commencer à discuter de l'avenir de cette vision pour l'écoquartier. Puis c'était, on était tous à la maison, on n'avait jamais utilisé Zoom, on ne savait pas comment faire. Là, on se disait, on attend, on continue. Puis là, on a dit, OK, on va se lancer, on va essayer. Puis on a fait une soirée de lancement. Puis pareil, on s'attendait à avoir 30, 40, 50 personnes. Finalement, on était plus de 100. Puis il y avait tout le monde, je dirais. On avait les organismes de la Chine, on avait des citoyens de la Chine, on avait toutes les universités montréalaises qui étaient présentes. Oui. On avait des organismes, là, autant locaux que plus régionaux. C'était assez incroyable, là. Et il y avait les promoteurs aussi, il faut le mentionner, les promoteurs qui ont été là du début jusqu'à la fin. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres et beaucoup de discussions. Donc, c'était intéressant. Puis je pense qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite de part et d'autre. Oui, donc, les promoteurs ont entendu nos besoins, mais nous aussi, ça nous a permis aussi de comprendre une certaine réalité ou certains enjeux, les terrains contaminés, la complexité. Puis c'était pas possible des fois être tout le monde d'accord quand on parle de nombre d'étages, quand on parle de densité. On n'a pas réussi, mais on a été capable d'en parler et de s'écouter. Fait que déjà là, c'était beaucoup. Oui, tout ce qu'on peut faire dans la conversation, dans la communication, dans l'intelligence collective que ça crée de part et d'autre. On vient de mondes différents. Ouais. Mais on avait les bons acteurs autour de la table. Ouais. Puis ce que ça a permis aussi, dans cette gouvernance-là, c'est que les citoyens, représentés par le groupe communautaire, puis à la fin par toi, qui était comme le porte-parole, bien, vous étiez impliqués dans la machine municipale. Puis ça, je pense que pour moi, c'est comme le plus grand gain, là. C'est comme vous êtes infiltrés de la bonne manière, à la bonne place, puis vous aviez des contacts avec les gens de la Ville-Centre qui travaillaient sur des plans. Puis il faut le dire que souvent... tu sais, le fait que la ville est tellement complexe, là, quand il y a les arrondissements, la Ville-Centre, puis souvent, on finit par travailler en silo. Mais le fait que toi, tu étais dans les différents groupes, bien, ça permettait, mais pas tout le monde, il y a aussi FELA, qui était du côté de l'administration, c'était FELA, qui était dans différents groupes. Alors, ça créait une sorte de continuité. Mais pour le citoyen, ça faisait en sorte que le citoyen était à l'interne, était même avec le politique, à la fin, ça m'impressionnait le plus. Tu étais dans des rencontres techniques où moi, je n'avais pas accès, mais tu étais aussi à la fin au plus haut de la gouvernance avec les élus qui décidaient, avec Robert Baudry pour l'urbanisme et Eric-Alain Caldwell aussi, où est-ce qu'on s'en va, quelle décision on prend, quel investissement on fait, quel est l'échéancier. Tu étais là aussi. Ça, c'est extrêmement inhabituel. Oui, c'est vrai. C'était en fait ces nouvelles gouvernances tripartites là, où on retrouve justement la ville, l'arrondissement, le milieu. C'est une chance inouïe parce qu'habituellement, lorsqu'il va y avoir une vision qui va être développée au travers ce qu'on appelle le PPU, là, le programme particulier d'urbanisme, habituellement, les citoyens ou les organismes, on va pouvoir aller donner notre point de vue sur la vision à l'Office de consultation publique de Montréal. Puis souvent, à la fin du processus. À la fin du processus, c'est complètement à la fin. Quand les promoteurs ont travaillé pendant 3 ans, quand ils ont mis 500 000, 600 000 $ dans des études puis dans les plans, mais là, le citoyen va dire, j'aime pas la couleur, ou il y a comme peut-être trop d'étages, mais il n'a pas été là en amont du début. Puis nous, on a fait une consultation publique avec l'OCPM au tout début qui a défini que les citoyens veulent que ça soit innovant, que ça soit vert, qu'on essaye de relever les défis de notre époque. Au début, je pensais, on est un peu flyé, là. Mais tout le monde est venu le dire. Alors, comme c'était le souhait de tout le monde, là, c'était ancré. Puis là, les promoteurs, ils ont travaillé avec ça. Puis aujourd'hui, le plan est réalisé, il est salué. Puis même, tu me disais toi-même, en fait, c'est toi qui m'as fait découvrir qu'on est cité pour l'Europe, le Conseil
Le Conseil de l'Europe, oui. Conseil, j'ai un plan de mémoire dans le Conseil, oui. En tout cas, on est cité. d'Europe, oui. Conseil d'Europe, exactement. Oui. Oui, on est cité dans une étude sur la gentrification. Puis ils trouvent, en fait, la démarche qui a été déployée à la Chine avec cette gouvernance tripartite et avec les différents ateliers qui ont été menés. Ils trouvent ça comme une démarche exemplaire. Oui, on a été cité. Je pense qu'il y avait un projet à Londres qui était cité, puis un projet en Espagne, et nous. Oui, exact. Oui. Et notre projet, le plan aussi est cité tout dernièrement dans le livre de Pierre Thibault, Vivre la beauté. Et c'est Vivre en beauté, je pense. Et on est la conclusion de son livre. On est l'épilogue du livre où il dit, on a réussi à faire une planification à l'image de Clichy-Batignolles en France, avec 22 % d'espace vert, avec du logement social. Parce qu'au début, je suis tellement contente qu'on peut en parler, parce que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas le dire dans une présentation de 10 minutes. Je pense que toi, tu es invité souvent à faire des présentations. Oui, j'en ai fait une cette semaine, justement. Ah oui? Oui. En fait, c'est ça. On est souvent... Les chercheurs sont intéressés, interpellés par cette nouvelle gouvernance, voir comment on réussit à travailler ensemble. Puis maintenant, il y a la vision, mais il y a comment on va le construire, comment on va le réaliser, Exactement. la mise en œuvre. Là. Ouais. Donc, ça se continue, en fait. On était juste au début de l'histoire. Là. C'est ça. On a fait le plan. Puis là, maintenant, c'est bien beau un plan. Mais là, on a un plan, puis on a de l'argent. Ouais. Alors maintenant, comment on fait pour l'implanter? Là, c'est la phase 2. Ouais. Alors là, il y a des gens à la ville qui travaillent sur comment on va faire les égouts, comment on va faire les aqueducs, comment on va faire les rues. Tu sais, tout ça est en train d'être fait. Ouais. Mais comment on va ajouter ce qui est innovant, c'est pas encore là. Parce que c'est comme on a des études, mais il faut encore se mobiliser. C'est un territoire qui est complexe, puis c'est le berceau de l'industrialisation. On a encore les bâtiments patrimoniaux qui sont là, donc comment est-ce on va les réutiliser? Quel usage qu'on pourrait voir au sein de ces bâtiments? Comment les conserver aussi, parce qu'ils sont certains dans des états quand même... beaucoup de trous. Oui, beaucoup de trous. Donc, il y a beaucoup de réflexions autour du patrimoine. Puis patrimoine, il y a patrimoine industriel et bâtiment, mais il y a tout le patrimoine aussi, plus l'historique. Il y avait les Autochtones qui ont contribué énormément aussi au niveau du travail dans la Dominion. Il y a tout le patrimoine aussi paysager, donc c'est complexe. Il y a toute cette réflexion-là qui est en cours. Donc, on est vraiment au début de l'aventure. Oui, c'est ça. Puis c'est encore pas clair. Tu sais, on a, pour le logement social, je pense aussi ça, c'est un de votre mandat, parce que là, c'est dans l'atelier La Chinesse phase 2. Hein? Comment on va faire pour conserver l'habitation, tu sais, des gens qui sont là maintenant, qui sont plus défavorisés, qui sont dans des maisons de chambre. On a mis plusieurs choses en place. C'est des droits de préemption pour acheter des bâtiments. On a mis des droits de préemption sur certains terrains pour en construire, mais avec la disparition d'Accès Logis, le financement du gouvernement de Québec pour en faire, ça devient plus difficile. En tout cas, comment tu le vois ça, là, le développement du social dans tout ce secteur, qui était avant, dans la planification initiale, il faut le dire, il n'y en avait pas du tout. Mm-hmm. Les promoteurs n'avaient pas aucune obligation d'en faire zéro. Mais là, on a changé les choses pour qu'ils doivent en faire, mais même là, ça ne sera pas facile. Alors... un peu comme en 2020, en fait. En 2020, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait mené plusieurs ateliers. Là, cette fois-ci, on relance, si on veut, là, la démarche de concertation, de participation citoyenne. On va créer, en fait, différentes activités. Puis, on va traiter du logement, naturellement, parce que... Justement, quand on parle de développement social ou de gentrification, vraiment, tout part du logement. Il faut que les gens aient accès à un logement qui soit
à un prix qui est très abordable. Donc, on va avoir vraiment un comité qui va réfléchir, qui va travailler, qui va faire des recommandations autour là, du logement, donc la maîtrise foncière aussi. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que, justement, lorsque la ville est propriétaire du terrain, mais c'est plus facile d'aller développer là, du logement social. Donc, le fait d'avoir réservé des terrains, c'est probablement la meilleure façon d'aller construire du logement social, puisque c'est l'unique façon, en fait, de conserver un logement à faible coût pour l'éternité, si on veut, d'une certaine façon. Fait qu'on va travailler sur le logement. On va aussi travailler sur plus ce qu'on appelle, nous, gentrification économique. Donc, on veut justement, on a les changements climatiques, on fait face à des nouveaux enjeux, on veut faire les choses autrement, on parle de géothermie, de boucle énergétique, plein de choses comme ça. Mais comment implanter ça sans que ça ait un impact sur une hausse du coût du logement, par exemple? On veut pas ça. Donc, on veut pas ça. Donc, ça aussi, on va vraiment essayer de trouver des façons pour être capable d'implanter justement ces nouvelles technologies, mais en gardant donc les gens qui sont à la Chine à l'heure actuelle, les gens qui vivent au sein du futur écoquartier, les 2 noyaux villageois, les gens sur le pourtour, on veut qu'ils restent là. On veut qu'ils profitent de tout ce qui va être développé, tous les nouveaux aménagements. Donc, on va vraiment mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Puis ça, je suis vraiment contente que tu dises ça, parce que l'idée, c'est pas de faire des choses extraordinaires puis que tout coûte plus cher. Non. C'est de vraiment faire gagnant-gagnant. Puis puis si on fait des choses pour créer une boucle énergétique ou créer de la géothermie ou de l'énergie solaire. Mais l'idée, c'est que la ville s'enrichisse avec ça. Donc, avec un promoteur privé, d'ailleurs, je travaille là-dessus en ce moment, c'est que des compagnies, qu'on soit partenaire, que la ville soit partenaire avec des compagnies qui produisent de l'énergie, mais ça coûte moins cher. La géothermie coûte moins cher que se faire chauffer à l'électricité ou au gaz. Alors, si on arrive à en produire et si la ville arrive à en vendre. En ce moment, on n'a pas le droit de vendre. C'est une exclusivité pour Hydro-Québec, mais je pense que les choses devraient changer. Alors, disons que la ville produit son énergie. Bien, déjà, quelqu'un qui est dans ton atelier, c'est Jean-François Lefebvre, qui a fait déjà un calcul il y a plusieurs années de ça. Alors, aujourd'hui, ça devrait probablement être le revenu devrait être plus. Juste pour la section de la Dominion Bridge, il avait calculé que les revenus pour la ville, en vendant de l'électricité, ça serait 1,5 million de dollars. Wow. Alors, c'est pas... C'est en vendant, en fait, de la chaleur ou le froid qui provient de la géothermie. Alors, ça, c'est des pistes qu'on veut explorer parce qu'on veut pas juste mettre plus d'argent de la ville puis que ça soit juste... Tu sais, il y a des limites, là. Oui, on veut combattre les GES, mais on veut pas se ruiner. On veut s'enrichir. Alors, puis c'est possible. Alors, je pense que... Puis si les gens payent moins cher pour leur énergie, puis on gagne en efficacité, puis on réduit les GES en même temps, bien là, tout le monde est gagnant. Puis c'est un peu... En tout cas... Il faut vraiment innover. Il faut faire les choses différemment. Puis c'est dans ce sens-là qu'on souhaite aller. Là. Puis je pense pour la table de quartier, comme tu sais, une table de quartier, nous, notre mission, là, c'est de développer, en fait, des projets ou des initiatives qui vont améliorer la condition de vie des citoyens et des citoyennes de la Chine. Donc, notre objectif, en s'impliquant dans ce projet-là, c'est de s'assurer que le nouveau projet va répondre aux besoins des Lachinois, des Lachinoises, et que ça va améliorer leurs conditions de vie. Donc, on est toujours dans la réflexion, OK, on a un nouveau projet qui s'en vient, on a des nouvelles technologies éventuellement, on va peut-être avoir au point de vue architectural, quelque chose de différent qui va s'intégrer dans le milieu, mais comment est-ce que ça va avoir un impact positif sur le reste de la Chine? Absolument, c'est ce qu'on veut. On veut avoir plus de parcs. Exact. Ça, c'est une chose. Puis je pense que le plus bel aspect pour moi, là, pour le reste de la Chine, là, à part le centre sportif, là, c'est le parc, la manière que la rue Notre-Dame rentre dans le nouveau quartier, puis elle bifurque, là où il y a les ponts roulants, pour aller rejoindre le bord de l'eau. Puis je pense que les citoyens ne s'en rendent pas compte, mais ils vont avoir un nouveau parc sur le bord de l'eau le long du canal. En ce moment, c'est un parc qui est inaccessible
De Parc Canada, on ne peut pas y arriver, mais éventuellement, il va y avoir une grande place publique qui va mener vers ce parc-là. C'est extraordinaire. Là. C'est comme on a un immense gain. Puis la rue Notre-Dame gagne aussi, là, parce qu'on la continue. Alors, plus qu'il y a de citoyens, le flux sur la rue Notre-Dame va être augmenté. Rona n'attend que ça. Je pense que plusieurs commerçants n'attendent que ça. Mais ça, c'est des choses positives. Et la troisième chose positive, c'est que tout ce développement-là nous permet de payer pour... En ce moment, on a assez d'argent pour le centre aquatique. On aimerait aussi avoir un double gymnase. Ça en vient. Je pense que le centre communautaire, on voulait l'avoir là, mais probablement qu'on pense maintenant à un autre espace pour le centre communautaire, mais... En tout cas, ça, c'est tous des gains. Il y a plein de beaux bâtiments, en tout cas. Ouais. Si on veut un centre communautaire là-bas. C'est ça. Alors, il y a plein de gains pour l'ensemble de la Chine à investir. Puis donc, on peut travailler, pas travailler sur, mais parler du lien structurant tram, si tu veux. Ça, c'est un gain oui. incroyable. Mais aussi, juste avant d'aller au lien structurant, si tu permets, parce que tu as parlé d'espace public, puis là, nous, dans l'atelier La Chinesse, là, on veut vraiment travailler les espaces publics avec les citoyens, puisqu'on souhaite, en fait, à l'heure actuelle, il y a peu de gens on passe au travers de la friche industrielle, mais on n'y va pas, puis on aimerait justement une appropriation. On voudrait que les citoyens de la Chine actuelle puissent déjà investir, réfléchir qu'est-ce qu'on aurait besoin, qu'est-ce qu'on voudrait, aussi réfléchir peut-être à la mise en quel bâtiment ou quel élément patrimonial qui leur parle, qui leur raconte une histoire, qui fait partie du vécu de la Chine. Donc, il y a toute une réflexion aussi autour des espaces publics qu'on va mener là, dans la prochaine année. Ça, c'est super intéressant. Puis, est-ce que vous allez le faire aussi à travers le nouvel espace citoyen sur la rue Notre-Dame? Est-ce que vous Certainement. Parce que c'est juste à côté. Oui. Hein? C'est juste à côté. Puis je pense que c'est super intéressant de comment les gens vont vouloir investir l'espace. Moi, je sais que nous, on a des acquisitions que la Ville fait en ce moment sur certains terrains. Alors, je ne peux pas en parler, mais bientôt, ça va nous appartenir. Alors, je pense que ça serait vraiment bien que les citoyens aillent sur ces terrains-là, puis imaginent à quoi ça va avoir l'air. Puis j'aimerais ça que les citoyens aussi aillent sur le terrain qui va devenir le centre sportif. Moi aussi, l'école. J'aimerais ça. Oui. Alors, je pense que... Puis on peut rentrer, là. Il y a une manière de rentrer, là. Alors, je pense qu'on devrait tous y aller. Puis imaginer comment on veut. Puis ça serait intéressant de voir, parce qu'il va y avoir une école. Et là, la Ville doit acheter le terrain. Bon, on l'a acheté pour l'école. On doit le décontaminer aussi. Mais quel est le lien que l'école peut avoir avec le centre sportif, avec les espaces verts? Est-ce qu'on garde l'espace vert comme parc, comme forêt, comme dessiné dans le plan, ou on le transforme en parc, en sportif? En tout cas, tu sais, j'aimerais ça, on pourrait y aller un peu plus en détail sur quelle sorte d'usage. C'est ça que tu veux dire dans les différents espaces. Exactement. Puis on sait qu'il y a 22 % d'espace vert, donc on peut réfléchir. Il devrait... En fait, plus. Ah, même plus? Plus. Ah bon? Parce que non, j'ai appris ça dernièrement. Dis-moi. Ben oui, parce que je suis allée faire une conférence à Toronto, puis sur la Chinesse, sur les espaces publics, justement. Puis j'ai amené... Fela est venue avec moi. Fela Merzi, qui est l'urbaniste en chef pour le projet. Et puis, on s'est dit, mais c'est-tu 22 % avec Parc Canada? Non. C'est ça, Parc Canada. Oui. Mais Parc Canada, à cet endroit-là, ça fait partie. Alors, tout en tout, c'est 30 ou plus. Oui, si effectivement, si on ajoute. C'est ça. C'est quand même bon. Ça n'avait pas pu être ajouté par Canada, puisque c'était dans le terrain à l'extérieur. Mais en réalité, ça va être. Les gens ne savent pas, là, on est sur Parc Canada, mais c'est public. C'est ça qui compte. Oui. C'est public. Puis l'autre chose qui est intéressant à savoir, c'est que, je trouve que ça, c'est une idée géniale dans le plan d'ensemble, c'est que tous les parcs sont connectés. Oui, effectivement. Puis, il devrait aussi être connecté avec tous les autres parcs à l'extérieur aussi. De la Chine. Oui, de la Chine. Donc, un grand réseau là, de parcs, de pistes cyclables qui nous permet là, de traverser nord, sud, est, ouest, la Chine. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que les sentiers qui connectent les parcs vont être piétons et cyclables, puis ils vont aussi cumuler l'eau de pluie.
Exact. Oui, il va y avoir une gestion des eaux de pluie, effectivement. C'est ça. Oui. Alors, peut-être que ça va être des fois, ça va être des petits ruisseaux là, qui vont traverser le projet. Là. Des petits ruisseaux où j'imagine là aussi, à la ville, ils veulent innover. Donc, parfois, ça fait un petit étang après la pluie. Donc, ça devrait être très beau et très agréable. Et très vert. Très vert aussi. Ouais. Puis je sais, parlant d'espace public, je sais qu'il y a des citoyens, des gens qui veulent investir certains bâtiments. On parle beaucoup du bâtiment 7. Les gens disent « Ah, mais pourquoi qu'on n'a pas de bâtiment 7? » Mais bâtiment 7, c'est des centaines de personnes pendant des années qui ont travaillé à avoir un bâtiment. C'est comme... Tout est difficile dans la vie. C'est une lutte. C'est pas une bataille, c'est des luttes. Ouais. C'est ça, c'est des luttes. C'est des luttes. Et là, on n'avait pas de gens qui étaient mobilisés à la Chine pour un des bâtiments. Puis là, ça commence. Et ça, je suis vraiment, vraiment contente. Parce que ça veut dire que là, il va y avoir quelque chose qui va arriver dans un des bâtiments patrimoniaux, éventuellement, avec le temps. Là. J'espère que ça ne sera pas une aussi longue lutte que pour le bâtiment 7. Là, mais... C'est ce que je dis, on est au début de la grande aventure parce que le développement de l'écoquartier, on parle de 15 ans, 20 ans avant que tout ce plan-là soit réalisé. Oui. Donc... J'ai hâte des fois, tu sais, je passe encore. Moi, j'habite tout près, là. Alors, je passe, puis je regarde, puis je vois les ponts, puis je me dis, mon Dieu, c'est comme j'aimerais ça être dans... me projeter dans 20 ans, puis voir. Puis je pense que... Puis je vais être... Quand même, tout va évoluer, puis quand je serai plus là, tu sais, les choses vont continuer. J'aimerais ça pouvoir voir la suite. Dans 30 ans, 40 ans, comment ça va avoir évolué. Mais je trouve qu'il y a vraiment de la place pour les citoyens là, de s'impliquer, de s'engager, de donner leur point de vue. Pour ça, on est au tout début. Oui, du processus. Puis je pense que les promoteurs sont prêts, ils attendent. Là, maintenant, c'est le tour de toutes les infrastructures. Ça va prendre 2 ans. Il y a la décontamination. Certains bâtiments vont pouvoir commencer plus tôt, mais d'autres, ça va être plus tard. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, mais comment ça prend tant de temps? » Mais ça prend du temps faire les infrastructures. Puis les gens qui habitent dans la Jenkins, leur parc est en planification. Alors, ça, je pense qu'ils vont être contents. Puis c'est une planification qui va être inspirée de l'autochtonie. Là, super. Parce que c'est sur la rue Scagna-Daradi. Oui. Puis Scagna-Daradi, c'est la première rue qu'on a nommée dans le nouveau quartier. Et ça veut dire la Chine en Mohawk. En tout cas, c'est en Kanien'kehá:ka, la langue de Kanien'kehá:ka. Puis, ils disaient l'autre bord de la rive. Pour eux, c'est l'autre bord de la rive. C'est la Chine. Puis l'autre bord de la rive, c'est Scagna-Daradi. Donc, alors, on va voir le nouveau parc. Il va être inspiré. L'inspiration va venir des Mohawks. Okay. Et puis, on va voir... en tout cas, je pense que le contrat est donné par la Ville-Centre. Okay. C'est en cours. Mais on devrait avoir... Il y a une petite consultation à l'Hôtel de Ville pour le début du parc. Puis les gens étaient très enthousiastes par ce qu'ils ont vu à date. Alors. Ben, c'est bien. Ça donne la vie dans les quartiers. Dans le quartier, oui. Exact. Puis je suis sûre que les gens qui habitent dans la Jenkins veulent que ça avance. Oui. Ils doivent avoir vite, là, mais mais c'est complexe. C'est pour ça que c'est important d'expliquer le pourquoi ça prend du temps. Et surtout, tu sais, quand les citoyens ont des questions, moi, je trouve ça important qu'ils ne se gênent pas à venir vers la table de quartier, à poser leurs questions, puisque, comme tu as dit tantôt, des fois, l'urbanisme, c'est un peu complexe, il y a des termes techniques, il y a différents... Donc, poser les questions, puis ça permet vraiment après de réellement comprendre la situation, puis de s'impliquer s'ils le souhaitent. Ouais. Puis toi, Myriam, tu as fini ta maîtrise en urbanisme, là? Oui. Oui. Je l'ai fini. J'ai fait mon travail, en fait, de fin de maîtrise sur la démarche qui a été faite à la Chines. Donc, je dois dire, j'ai travaillé intensément sur la Chines. T'es pleinement investi dans le projet. Ça, c'est vraiment... Je pense que... Je l'ai dit tantôt dans l'autre balado, mais... Moi, j'aimerais que les citoyens comprennent, tu sais, à quel point c'est important d'avoir des gens qui portent une vision, puis qui portent
qui veulent s'investir dans leur ville pour la transformer. T'sais. Puis ça prend pas foule de gens. Ça prend quelques personnes. Ça serait encore mieux s'il y avait foule de gens. Là. Mais l'impact d'une personne, de 2 personnes, ce que ça fait. Moi, je trouve ça comme incroyable. Moi, je dois dire que l'équipe est incroyable. Seule, je veux dire, je pourrais rien, mais à l'équipe, on est une vingtaine et c'est des gens qui sont passionnés, et qui sont investis et ça change tout. Ouais. Je veux pas enlever rien à personne. Je sais que tout le monde a son rôle, puis effectivement, les gens à la Ville-Centre qui ont travaillé sur le projet là, sont extraordinaires et je les aime. Les gens à la Chine aussi, les groupes communautaires. Mais tu sais, en tout cas, je te parle à toi parce que tu as mis tout ce monde-là. Tu les as mis ensemble pour que tout le monde travaille ensemble. Alors, c'est pour ça que c'était important. Voilà. Mais tout le monde a fait bien son travail. Oui. Et tout le monde évolue. Puis d'ailleurs, je suis allée avec Fela, quand on est allé à Toronto, on est allé visiter le Toronto Waterfront puis le Canary Landing. On est allé visiter certaines friches, mais leurs friches industrielles qui refont. Mais Toronto l'État a acheté le sol. Le sol, c'est ça. Alors, c'était plus facile pour eux, mais quand même, c'était une longue lutte aussi. Ouais. Avec des citoyens aussi qui ont mené le combat, qui avaient une vision. Et j'ai rencontré la personne qui menait ce combat-là jusqu'à la fin, puis elle a réussi. Là. Alors, puis c'est vraiment... Moi, je pense que ça va être plus beau encore chez nous, là. Mais j'ai vu l'architecture moderne qui est un peu modulée. Ça m'a vraiment frappée. Puis ça, Fela le savait déjà parce qu'elle avait déjà vu ça, elle était architecte et tout, mais comme, tu sais, soit on voit des blocs, mais dans la chinesse, ça va vraiment être certaines hauteurs, d'autres plus bas, ça va être modulé. Puis ça fait tellement une grande différence, là. C'est fou quand tu le vois, parce que tu vois le ciel à travers, tu vois l'espace, il y a des terrasses sur les toits, c'est un autre moyen, ça fait moins soviétique, là, il y a eu une grosse réflexion, puis ça a été des demandes qui ont été énoncées par des parties prenantes, par des citoyens, par des organismes, puisqu'on a à la Chine, on est plus dans des duplex, des triplex. Donc, il y avait cette inquiétude qu'on se retrouve avec, justement, des immeubles très hauts. Et donc, l'équipe de la ville, de l'arrondissement, ont vraiment réfléchi pour qu'il y ait une gradation. Donc, lorsque les maisons voisines sont plus basses, les immeubles vont commencer tout doucement. Puis, il va y avoir une hauteur ou une surhauteur qui va s'ajouter tranquillement. Pareil au niveau des rues. Si ta rue, elle est étroite ou elle est plus large, la hauteur ou la forme de ton bâtiment est influencée pour créer, en fait, un milieu de vie qui est agréable, où on voit le ciel, où on sent... on voit que ça a été fait pour l'humain. C'est ça. Oui. Ça reste. Puis l'autre défi énorme, c'est de faire en sorte que dans ces bâtiments-là, ça va être bon pour les familles. Oui. Parce que, tu sais, Griffintown, c'est très cool, c'est super hot, mais c'est pas vraiment pour les familles, il n'y a pas d'école, il y a quelque chose d'un peu... en tout cas, je sais pas, mais comment... Puis la Chine, c'est très familial, avec nos bonnes écoles, puis le bord de l'eau, il y a quelque chose de, tu sais, tous les sports qu'on a. Mais comment on fait que ce nouveau quartier, ça soit aussi, tu sais, ça va être plus dense, mais faire de la densité qui est agréable, puis où il fait bon vivre. Je le dis parce que j'ai vu à Toronto, c'est des grands blocs là, dans le centre-ville, il y en a un peu partout, puis oui, il y a des espaces verts autour du bloc, mais c'est vide. Il n'y a personne. Puis là, il y a l'autoroute, puis il y a un autre bloc, puis il y a d'autres autoroutes. Puis je me disais, mais où sont tous les gens? Ils sont tout seuls dans leur appartement. On veut pas ça. Non. On veut que... Parce que non, je pense que... ça. On souhaite, non, on souhaite pas ça. Puis je pense que ce qui est bien à la Chine, c'est cette vie de quartier, cette vie de village. Oui. Alors, comment on préserve ça dans le nouveau quartier, ce sentiment villageois, tout en ayant de la densité? Déjà, une école est prévue. Oui, ça c'est... Donc, déjà, avec une école, je pense que ça
Ça amène les jeunes. On a les organismes aussi qui mentionnent l'importance d'avoir des CPE, donc des garderies. Donc déjà, si on a la présence des jeunes qui sont là, ben tu vas aussi avoir un aménagement des parcs qui va être fait pour, en tout cas, et peut-être même que les jeunes pourraient contribuer jusqu'à un certain point à la réflexion de ces parcs. Ça serait génial. Oui. Donc, pour et par, peut-être, les jeunes. Ouais. Donc, déjà ça. Puis après, il y a beaucoup d'espaces publics qui a été réfléchi au sein du futur écoquartier. Donc, tantôt, tu as parlé sur le bord de l'eau. Oui. Puis aussi, ils sont tous interconnectés. Donc, ça a été réfléchi pour que un jeune soit capable de se déplacer de façon sécuritaire. À travers tout le carré. Oui. Donc, les parents, se sentent confortables d'habiter là puisqu'ils savent que leur enfant, il y a une école, il y a un centre sportif, il y a des espaces publics, il y a des espaces verts où on peut jouer aussi. Puis, il devrait peut-être éventuellement avoir de l'agriculture, donc peut-être aussi une façon d'apprendre différemment sur le site. Donc, moi, je pense que ça peut être très riche pour les familles. Puis ça peut être, ce qui est agréable aussi, c'est que tout va pouvoir être fait à pied. Tu vas pouvoir aller à l'épicerie à pied, au marché, dans les petites boutiques sur la rue Notre-Dame. Tu sais, moi, j'adore la Chine pour ça, là, que je peux sortir de chez moi. Je vais chez mon dentiste à pied. Tu sais, tout est proche. À la pharmacie à pied, c'est vraiment... On va chercher le croissant à pied. C'est magnifique. Oui. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'on veut vraiment garder et développer et améliorer. Bien, il y a une volonté de diminuer au maximum le nombre de voitures, donc de façon, pas du jour au lendemain, parce que pour le moment, on a besoin de la voiture, mais il y a tout à l'heure, tu voulais parler du lien structurant de transport actif. Donc, nous, on veut le tramway. C'est le tramway. Bon, c'est le tramway. C'était clair dans l'OCPM. C'est ça. Puis je pense que tout le monde, en tout cas à la Chine, semble vouloir le tramway. C'est très clair. Il y aura une consultation là, bientôt, si je me souviens bien. Le 23 novembre. 23 novembre, donc sur le tracé. Mais en fait, c'est même pas une consultation, c'est une présentation, une présentation des 7 différentes options. Qui vont montrer. Oui. Puis là, les gens vont pouvoir s'exprimer là-dessus. Alors, on est plus loin que juste une consultation. On est comme l'avancement du projet qui va être présenté au public. Et est-ce qu'à cette occasion, ils vont nous dévoiler ce qu'ils ont prévu, tramway ou autre? Ils ont encore, ça va être au gouvernement du Québec de décider, mais eux vont proposer. OK. Alors, puis ça va être encore une fois aux citoyens de se prononcer lors de cet échange. C'est une rencontre très importante. C'est très important, le 23 novembre. Donc, j'y serai. 23 novembre à 7h, à l'Hôtel de Ville. Ouais. Parfait. Donc, mais nous, c'est clairement, c'est le tramway qu'on a vu, puisque ça permet vraiment de s'inscrire dans le tissu urbain, de bien s'implanter. C'est délicat aussi. Donc, puis c'est efficace. C'est doux. On peut y rentrer avec une chaise roulante directement à partir du trottoir. Oui. Ça fait pas de bruit. Oui. C'est pas menaçant. On le voit venir. Ça fonctionne en hiver aussi, parce que plusieurs personnes ont craint à cause de l'hiver, mais le tramway fonctionne dans plusieurs pays. Il y en a en Russie, il y en a partout, là, dans le nord. Ouais. Et puis, ce qui est vraiment bien avec le tram, puis ça aussi, c'est une des raisons... Oui, il va y avoir plus de densité, mais cette densité-là va contribuer à une meilleure fluidité finalement parce qu'elle va justifier un meilleur transport en commun. Mm-hmm. Et puis le tram va traverser la Chine. Exact. Alors ça va être pour tout le monde. Bien, on revient un peu à la Chine de l'époque. Oui, où il y en avait un. Il y en avait un. Et quand on regarde les photos historiques, là, c'était très beau. C'est un beau clin d'œil aussi. Et c'est une façon de connecter la Chine au centre-ville, d'améliorer vraiment les conditions de vie, là, je pense, là, des citoyens et des citoyennes. Puis, on ne veut pas rajouter, si on a, je sais pas moi, 15 000, 17 000 nouvelles personnes à la Chine avec le nouveau projet dans 20 ans, on ne veut pas une voiture par famille. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Donc, on faut penser là, à l'avenir, puis il faut penser justement à cette qualité de vie, puis un transport collectif comme ça, c'est ça que essentiel. Ça prend. Puis en même temps, l'échangeur Saint-Pierre va être transformé. Oui. On va le démolir et en faire un nouveau. Et même s'il est en train de se faire réparer, il est réparé
de manière jusqu'à temps qu'il soit démoli, comme Turcot. Oui. Et puis, mais ça va changer la donne aussi parce que là, le nouveau quartier de la Chineste, avec son centre sportif, mais il va être connecté de manière sécuritaire à Saint-Pierre. Oui. C'est dur à concevoir sans voir les plans, mais quand on voit les plans, c'est incroyable. Et j'espère que le plan, puis ça aussi, ça va demander une mobilisation citoyenne continue pour que les plans pour l'échangeur soient vraiment bons pour intégrer la Chine à Saint-Pierre et laisser passer le tramway de la bonne manière. Oui. Ça va changer la vie de la population de Saint-Pierre. Là. Vraiment, là, le quartier Saint-Pierre, pour eux, l'échangeur, c'est difficile à l'heure actuelle. Ça reste difficile. Ouais. C'est un danger, incroyable. Oui. Tantôt, tu demandais comment avoir des familles. Bien, Saint-Pierre, il y a des familles, mais les familles ne laissent pas les enfants quitter Saint-Pierre. Ils ne peuvent pas traverser l'échangeur. C'est trop dangereux. C'est comme traverser l'autoroute. C'est des bretelles d'autoroute que tu dois traverser pour aller au Tim Hortons. Oui, donc ils ne peuvent pas aller sur le bord du canal, prendre la piste. Donc, ils sont réellement enclavés, vraiment. On pourrait en parler encore longtemps et longtemps, mais je suis vraiment contente qu'on ait pris plus de temps que 10 minutes. Hein. Normalement, quand on fait une présentation, c'est 10 minutes. J'espère, en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça t'a fait Oui, moi aussi. d'approfondir le sujet, puis de le communiquer aux citoyens pour qu'ils comprennent plus la vision, puis où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on veut avoir vraiment le meilleur des quartiers, puis qu'il soit reproductible. On veut faire quelque chose pour combattre, pour faire face aux défis du 21e siècle, puis peut-être qu'on va faire quelque chose de bien qui va être reproductible, qui sait. On ne le saura pas, on sera peut-être plus là, mais on aura contribué. Ben oui, puis j'espère que toute cette réflexion autour de l'écoquartier va servir pour tout le reste de la Chine. Oui, donc, ça aide. Exact, pour tout projet, pour toute rénovation, que ça devienne que la Chine soit un peu comme un grand écoquartier, là. Bien, en fait, c'est vrai ce que tu dis, parce que non seulement qu'on va changer le zonage, si on pensait changer le zonage juste pour la Chine-Est, mais en fait, on change le plan d'urbanisme pour toute la Chine. Tout va être repensé, parce qu'ils disent on ne peut pas juste faire ça, puis l'autre. Alors, ça va être intégré, ce qui est une très bonne idée. Ça va prendre 2 ans. OK. Merci énormément d'avoir été là. Merci, Maya. Avec toi. Merci. Merci, Myriam.